Saint-Briac-sur-Mer. Bienvenue dans ce petit village breton. Les Briassins sont au nombre de 2000, répartis sur une superficie de 8 km². C'est joli, n'est-ce pas? Seulement, résumer Saint-Briac à la Côte d'Émeraude, ce serait se leurrer. Avant toute chose, Saint-Briac c'est un golfe, qui porte le nom d'une autre commune. Ça, c'est le château du Nessay, qui remplace un château fort daté du XIIe siècle. Vous pourrez découvrir dans Saint-Briac des bâtiments charmants. Ici, la Poste. Une épicerie qui vend peu, mais qui traverse les âges. Et bien entendu, un indispensable, ces nombreuses petites ruelles pittoresques. Enfin, une boutique de mosaïques, un mal nécessaire pour tout village qui souhaite s'inscrire dans la vie de son canton. Saint-Briac, c'est aussi un village de stars. Là, c'est le grand-duc Cyril Vladimirovitch de Russie et sa famille. Après la révolution bolchevique de 1917, cette famille impériale a été contrainte à l'exil. Plusieurs peintres ont immortalisé le village de leurs pinceaux, Paul Signac ici par exemple. C'est également laissé tenter Auguste Renoir, produisant cette magnifique paysanne. Une dernière référence artistique, le post-impressionniste Émile Bernard qui vécut à Saint-Briac. Plus contemporain, le secrétaire d'État américain vient parfois se reposer dans sa résidence briassine. Tout ce que vous venez de voir et de découvrir est secondaire. À Saint-Briac habite surtout ma famille, dans cette maison. Mais plus incroyable et plus important encore, juste ici, travaille mon père. Allons-y. J'ai commencé à dessiner quand j'avais 14-15 ans. Donc c'est une passion qui est née à cette période-là. Je lisais beaucoup de bandes dessinées. Puis à un moment donné, je suis tombé en panne, je n'avais plus rien à lire. Et je me suis dit, tiens, je vais moi-même inventer une histoire, faire une BD. Finalement, son atelier c'est des BD, des planches originales, des affiches, des crayons, encore des BD, toujours des BD, et lui, qui dessine, inlassablement. Ça a toujours été quelque chose qui était vital chez moi, je le sentais bien. L'impression de créer quelque chose qui n'existait pas avant. Le plaisir de raconter des histoires. Il suffit d'un petit coin de table, du papier, un crayon. Donc c'est pas quelque chose qui coûte cher comme si on voulait monter un film par exemple. Donc voilà, ça c'est mon premier album. Évidemment c'est un collector. Il y a encore des lecteurs qui viennent en festival me le faire dédicacer, mais c'est relativement rare à trouver. Et puis ensuite, l'album qui m'a permis de devenir vraiment professionnel, c'est dont je parlais tout à l'heure, le Torte. J'ai fait Saskia des vagues, voilà, un autre album. Enfin bon, je ne suis pas là pour vendre mes bouquins non plus. Un album d'une série que les gens connaissent quand même pas mal, c'est le Décalogue, tome 8. Il faut à peu près 1 an de travail. Donc ça veut dire travailler avec quelqu'un sur une histoire pendant 1 an et trouver du plaisir quand même pendant 1 an. Il ne s'agit pas de faire quelque chose qui nous ennuie et nous poserait plus de problèmes que de plaisir. Mais je crois que ce besoin de dessiner, quand on l'a, on ne le perd pas facilement. C'est Platon. C'est Platon et j'évite qu'il vienne à l'atelier en général parce qu'il se met sur ma table à dessin, donc c'est assez désagréable. Mais avoir un atelier séparé du lieu de vie familiale, je crois que c'est vraiment un luxe, c'est quand même un atout, parce que quand je viens ici, j'ai recréé un univers à moi, entièrement à moi, et j'ai toutes mes vies dans l'atelier. C'est une espèce de cocon comme ça, qui n'est pas fermé, mais c'est un vrai cocon quand même, dans lequel je suis bien. Ce qui est génial dans ce métier quand même, c'est d'être, tu vois, je travaille chez moi, hein, enfin chez nous. J'ai pas de patron, là on discute, personne ne va me téléphoner pour m'engueuler, je n'ai pas de contraintes horaires, donc c'est à moi d'avoir mon autodiscipline personnelle pour quand même travailler assez régulièrement pour ne pas mettre en péril la sortie d'un livre. C'est une liberté extraordinaire que j'ai depuis que je travaille quand même. Je ne fais pas que de la bande dessinée, disons essentiellement à 90%. Par exemple, là, dernièrement, j'ai eu une commande pour faire une affiche sur le festival classique au large qui a lieu à Saint-Malo, au début juin. J'ai dû travailler sur l'idée d'une grande vague qui pourrait exprimer un petit peu le large, évidemment.
Et ensuite, il fallait qu'il y ait Saint-Malo, la ville de Saint-Malo. J'ai fait toute une série de montages pour arriver au résultat final que nous verrons bientôt sur les murs de Saint-Malo. Alors, je ne sais pas si je continuerai jusqu'à 80 ans d'ailleurs, mais j'envisage pas de m'arrêter brutalement et de dire bon ben voilà, je range mes pinceaux, j'ai fait ma carrière. Tant que j'aurai la possibilité de faire des bouquins, et puis si un jour j'ai plus de projet, les éditeurs ne veulent plus de moi, je crois que je continuerai de toute façon à dessiner, à faire de l'illustration, que j'essaierai de vendre à droite à gauche. Un artiste maudit. Pas vraiment. Une vie de dessin au rythme des marées. Si Picasso a mis toute sa vie à savoir dessiner comme un enfant, je finis par croire qu'il faut être un enfant pour dessiner. Mon père, cet enfant qui dessine pour survivre. Quelle poésie.